Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu fais de la muscu depuis plusieurs années et malgré les efforts, les résultats ne sont pas là. Je te rassure, on est tous dans le même cas et moi le premier, j'ai vécu la même chose par le passé. J'ai commencé la muscu en 2013 et quand j'ai fait le bilan en 2019, c'était catastrophique. Donc ce jour-là, j'ai dit stop, j'ai acheté des bouquins de muscu et nutrition et je les ai dévorés. Et j'ai passé mon BPGEPS haltérophilie musculation et j'ai été formé par deux des plus grands préparateurs physiques au monde. Stéphane Cazot pour la périodisation et Christian Thibaudeau pour la programmation selon ton neurotype, c'est-à-dire adapté à ton profil neurologique. Et c'est là justement que j'ai eu un déclic. J'ai enfin compris que la façon dont je m'entraînais ne correspondait pas du tout à mon profil. Et c'est pour ça que je ne progressais pas. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alex, ça fait 11 ans que je m'entraîne, bientôt 12. J'ai coaché des centaines de personnes en salle de sport et aujourd'hui je les accompagne en ligne. Ma méthode tient en 3 étapes simples. Étape 1, étape 2, étape 3. La première étape dans ta quête pour obtenir ton meilleur physique, c'est d'abord de faire l'état des lieux. Tu vas déterminer ton métabolisme de base et ton niveau d'activité physique, MB et NAP. Tu vas pouvoir en déduire ta DEJ, ta dépense énergétique journalière. Et ensuite, tu vas venir adapter tout ça à ton quotidien pour que ça soit parfaitement ficelé. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que tu brûles au repos sans rien faire. Ça va dépendre de ton sexe, de ton âge, de ta taille, de ton poids, et tu peux le calculer facilement sur Internet. Ton niveau d'activité physique, il va dépendre donc de deux choses, de ton activité muscu, cardio, etc., du sport que tu fais, et de toutes les petites actions que tu vas faire au quotidien, comme monter les escaliers, faire les courses, faire le ménage. Tout ça, ça constitue, ça te donne une valeur comprise entre 1 et 2, qu'on appelle le niveau d'activité physique. Une fois que tu as cette valeur, tu le multiplies par ton métabolisme de base et tu en déduis ce qu'on appelle ta dépense énergétique journalière. Et à partir de cette DEJ, tu vas te placer en surplus calorique, c'est-à-dire que tu vas manger légèrement plus pour prendre de la masse, et en déficit calorique, donc manger légèrement moins pour sécher. Maintenant que tu as ça, il va falloir que tu l'adaptes à ton quotidien. Est-ce que tu as un métier physique ou pas? Donc ça va rajouter aussi à ton niveau d'activité physique. Est-ce que tu as le temps pour manger? Des temps de pause par exemple dans ta journée pour manger sur tes heures de travail? Est-ce que tu as accès à un frigo, un micro-ondes? Est-ce que tu préfères faire plutôt 3 ou 4 gros repas, collation incluse, dans ta journée? Ou est-ce que tu es plutôt team 5 ou 6 repas, mais des plus petits repas espacés tout au long de la journée? Donc ça, c'est la base pour bâtir ton plan alimentaire, mais voilà, c'est simple, tout le monde sait le faire, enfin, ou du moins, n'importe quel coach est capable de te faire ça. Et heureusement d'ailleurs. Là où ça devient intéressant, c'est comment on va calculer non seulement la façon dont on s'entraîne, mais également la façon dont on s'alimente en lien avec son profil neurologique, qu'on appelle le neurotyping. Dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules chimiques qui permettent aux neurones d'échanger entre eux et d'échanger avec le reste du corps. Ça va déterminer dans la vie de tous les jours notre personnalité, notre tempérament, et à la muscu, ça va déterminer nos préférences d'entraînement et les meilleures façons pour nous de s'entraîner. Comment on va faire pour progresser de la manière la plus optimale possible. Il existe 5 profils différents, dont 3 grands profils. En fait, il y en a 2 qui se déclinent en 2 sous-catégories. Juste avant de commencer, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on n'est pas 100% d'un seul profil. On est une combinaison de plusieurs profils, mais avec une dominante plus ou moins forte d'un seul profil. Le but, c'est justement d'identifier le profil qui est le plus dominant chez toi. Le profil Dracofeu dopamine, si on devait résumer en un mot, c'est le mot intensité qui le caractérise le mieux. C'est un profil qui a absolument besoin de faire de la force pour améliorer son physique. En muscu, soit tu bosses sur des charges lourdes et principalement des facteurs nerveux, soit sur des fourchettes un peu plus légères, un peu plus longues du coup, sur un peu plus de congestion, un peu plus d'hypertrophie, auquel cas tu bosses principalement ton système musculaire. Là, dans le cas du profil Dracofeu dopamine, c'est un profil qui est quasiment 100% neurologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'entraînement, il va soulever des charges très lourdes et il va chercher des RPE très élevés. Donc très proche de l'échec. Ce qui fait que c'est le profil qui a le volume d'entraînement le plus faible, parce que sinon il tombe en surentraînement, parce qu'il arrive à compenser ce faible volume par une intensité très élevée. Son frère jumeau, le Dracofeu acétylcholine, si on devait résumer en un mot, qui le caractérise le mieux, c'est explosivité. C'est-à-dire que c'est un profil qui est aussi haut en dopamine, mais légèrement moins que le Dracofeu dopamine. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il a besoin de faire de la force pour améliorer son physique, mais pas n'importe quelle force, de la force explosive. Il a besoin d'accélérer la charge. Il a un haut niveau d'acétylcholine, contrairement à son frère jumeau dopamine. Ce qui implique 3 choses. De 1, c'est qu'il est curieux dans la vie de tous les jours. De 2, il a besoin de changement, il a besoin de variété. Encore une fois, dans la vie de tous les jours, mais aussi à la muscu. Au bout de quelques semaines, s'il fait toujours les mêmes entraînements, il en a marre. Et il a un apprentissage moteur rapide, c'est-à-dire que lorsqu'il découvre un nouvel exercice à la salle, même si c'est un exercice technique, il va l'apprendre très vite et il aura très rapidement une bonne technique. Il est fait pour la pliométrie, pour le rebond, sur un développé couché par exemple, je vais m'aider un petit peu du rebond. Pour le momentum, sur un face pull, hop, les mouvements de va-et-vient où je m'aide un petit peu du dos, pareil sur un curl biceps. Donc oui, beaucoup le font sur les dernières répétitions quand la série devient difficile, qu'on est fatigué, mais eux, naturellement, dès les premières reps, ils vont un petit peu le faire. A l'inverse, son frère jumeau, le dopamine, lui, sur un développé couché,
il va pas utiliser le rebond. Il va remonter doucement, il va vouloir sentir toute la tension musculaire et avoir ce grind infini. On passe maintenant au profil Florizard. Les profils Florizard, ce sont des personnes qui sont agréables, qui sont amies avec tout le monde, qui aiment plaire, qui aiment faire rire. On a le Florizard acétylcholine. Lui, un seul mot le caractérise, variation. À la salle ou dans la vie de tous les jours, il a besoin que son quotidien change régulièrement, sinon il s'ennuie, il se démotive. C'est le profil qui peut encaisser le plus de volume musculaire parce qu'en fait, lorsqu'il va être à la salle, il va avoir 50% de son entraînement focus système nerveux avec des charges lourdes, des intensités élevées et les 50% restants plus système musculaire avec des fourchettes de répétition plus élevées, un peu plus de congestion, un peu plus d'hypertrophie. Et ces deux systèmes récupèrent individuellement. À la salle, ce profil, le Florizard acétylcholine, il répond bien à toutes les méthodes qui sont cool, qui sortent un peu de l'ordinaire. Travaille avec élastique, travaille avec des sleds, donc traîneaux de puissance, Swiss Ball, TRX, etc., etc. Son frère jumeau, le Florizard glutamate, lui, le mot qui le caractérise le mieux, c'est connexion-sensation. C'est un profil qui est presque 100% musculaire, donc ça veut dire qu'il va rechercher une grosse congestion, il va rechercher la connexion cerveau-muscle. C'est un profil qui tolère le haut volume d'entraînement, mais à intensité faible ou modérée, sinon il récupère mal. Et enfin, le dernier profil, le profil Tortank. Lui, au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un qui est introverti, quelqu'un qui est un peu stressé, qui est anxieux, et quelqu'un qui préfère la sécurité, préfère nager dans ce qu'il connaît plutôt que l'aventure, plutôt que la découverte, plutôt que la prise de risque. Le maître mot pour ce profil, que ce soit à la salle ou dans leur quotidien, c'est contrôle et sécurité. En fait, les Tortank, c'est des profils qui sont normalement pas attirés par la muscu, mais plutôt par les sports d'endurance. On va dire qu'ils font de la muscu plus par obligation, parce qu'ils savent que c'est bon pour la santé, et aussi parce qu'ils ont des objectifs physiques, et ils savent que c'est le meilleur moyen de les atteindre. C'est des profils qui vont pas faire beaucoup d'exercices, parce qu'en fait, l'entraînement, par définition, impose un stress au corps, et comme ils ont déjà beaucoup de stress au quotidien, il faut pas non plus trop en rajouter. Par contre, ils vont faire beaucoup plus de séries par exercice, notamment parce qu'ils ont besoin de beaucoup s'échauffer, pour se sentir en sécurité, avant d'atteindre la charge effective, et deuxièmement parce que, par définition, je l'ai dit au début, ce sont des profils qui sont plus orientés vers des sports d'endurance. Donc voilà un rapide tour d'horizon des 5 profils pour commencer déjà un peu à dégrossir. Évidemment, je suis resté en surface et je ferai d'autres vidéos où j'irai beaucoup plus loin dans le détail. Ce qu'il faut que tu retiennes d'ailleurs, c'est que pour évaluer avec précision son profil neurologique, il faut le faire via un test d'évaluation des neurotransmetteurs. Quel niveau j'ai en acétylcholine, quel niveau j'ai en dopamine, en glutamate, en GABA, etc. etc. Et ça me permet, je l'envoie à tous mes élèves, de pouvoir créer avec précision leur diète et leur entraînement. Et ce qu'il faut que tu retiennes surtout, je te le souligne ici à l'écran, c'est qu'une capacité non utilisée, c'est une stagnation assurée et zéro plaisir à l'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es fait pour faire de la force, il faut que tu fasses de la force. Parce que si tu fais du haut volume de répétition, par exemple du 15 répétitions, ton corps n'est pas fait pour ça. Tu as une majorité de fibres de force et pas de fibres d'endurance. Tu as des facteurs nerveux qui vont pas être sollicités alors que tu es en capacité de le faire. Tu vas faire trop de volume alors que tu n'es pas fait pour du haut volume. Donc c'est pas optimal pour ta progression et en plus de ça, tu vas pas prendre de plaisir à l'entraînement, donc tu risques soit d'abandonner parce que tu es démotivé, soit de pas t'impliquer autant que ce qu'il faudrait que tu le fasses à la salle. Donc une fois qu'on est là, on passe donc à l'étape 3. L'étape 3, c'est est-ce que tu veux prendre de la masse ou est-ce que tu veux sécher? L'objectif de la prise de masse, il est simple. Bâtir du muscle pendant plusieurs mois et ensuite venir sécher pour voir ce qui se cache là-dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut 12 semaines, c'est la science qui l'a prouvé, c'est pas moi qui le dis, pour apercevoir les premiers changements physiques sur son corps. Même si on est toujours la dernière personne à voir les résultats sur soi parce qu'on se voit tous les jours devant le miroir. Donc soit tu demandes à un ami ou à des proches qui te voient rarement, soit tu prends des photos avant-après et tu verras que ton physique en 12 semaines aura bien bougé. Au niveau de la méthode, la répartition des macronutriments est la suivante. Pour les protéines, et je le rappelle, 1 g de protéines égale 4 calories, tu vas viser entre 1,7 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour les lipides, 1 g de lipides égale 9 calories, on va viser entre 1 et 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps par jour. Et pour les glucides, 1 g de glucides égale 4 calories. Tu prends ton total calorique visé, donc imaginons tu as besoin de 3000 calories pour prendre de la masse. Tu vas enlever les calories issues des protéines. Pareil pour les lipides, donc imaginons ça te fait 600 g de protéines dans ta journée, 800 g de lipides dans ta journée. Donc 600, 800, ça fait 1400. Toi, il te faut 3000. Donc 3000 moins 1400, ça fait 1600 dans ta journée à répartir en fonction du nombre de repas que tu fais. 3, 4, 5, 6, peu importe. Et pour l'entraînement, le plus important, c'est de périodiser. Une question qui revient souvent en muscu, c'est faut-il changer son programme d'entraînement régulièrement? La réponse est oui et non. Non, on ne change pas régulièrement son entraînement d'un point de vue exercice, d'un point de vue squelette de l'entraînement. Par contre, ce qui change, c'est soit le tempo, soit la charge, le nombre de répétitions, le RPE, etc., etc. Toutes ces métriques, si c'est les mêmes à la semaine 4 qu'à la semaine 1, ton corps, à la première semaine, il va subir un stress qu'il ne connaît pas. Semaine 1, début du programme. Il a besoin de se renforcer,
d'un point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire pour subir le stress de la semaine d'après. Mais si la semaine d'après, tu lui imposes exactement le même stress, avec les mêmes charges, le même tempo, le même volume, tout pareil, il va se dire, bah attends, mais ça je connais, je l'ai fait la semaine dernière. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de grossir? Mes fibres, elles sont assez grosses, mon système nerveux, il est assez performant, donc j'arrête de progresser. Ton corps, lui, il cherche pas à te faire prendre de la masse musculaire, hein. Ce qu'il veut, c'est pouvoir subir le prochain stress que tu lui imposes. Donc si le stress, c'est le même chaque semaine parce que ton programme ne change jamais, bah du coup tu progresseras pas. Donc à l'écran, je te mets l'exemple d'un de mes macrocycles qui est découpé en plusieurs mésocycles. Quelques conseils et erreurs à éviter pour ta prise de masse. Déjà, il faut être en léger surplus calorique, c'est-à-dire que, imaginons ta DEJ est à 2500 calories, tu veux prendre de la masse donc il faut être au-dessus, tu vas pas te mettre à 3500 calories, sinon tu vas prendre du poids beaucoup trop vite et tu vas faire que du gras. Faut pas dépasser 15% de masse graisseuse, c'est-à-dire qu'en gros, si tu deviens trop gras, ta production de testostérone et d'hormones de croissance qui sont deux hormones anabolisantes, donc qui favorisent la croissance musculaire, elles vont chuter, et en plus de ça, tu vas créer ce qu'on appelle des adipocytes, donc des cellules graisseuses dans ton corps, qui ne disparaîtront jamais. Ensuite, il faut varier au maximum les aliments pour deux raisons. Un, pour ne pas se lasser, et deux, parce que chaque aliment a un profil nutritionnel qui est différent, avec des vitamines et des minéraux qui sont différents. Au niveau de l'entraînement, donc on fait du lourd sur des mouvements polyarticulaires, et on fait du léger sur des mouvements d'isolation, mais la majorité de ton entraînement, ça doit être du lourd sur du polyarticulaire. Ensuite, il faut comprendre que la fréquence d'entraînement sera toujours supérieure au volume. Imaginons tu veux prendre des pecs, tu auras beaucoup plus intérêt à entraîner tes pecs 2 fois par semaine avec 2 fois par exemple 3 exercices, ou 2 exercices même, plutôt que 1 fois 4 ou 6 exercices. Le volume sera le même, mais vu que c'est fait en 2 fois, ta synthèse protéique sera toujours au plafond. Une amplitude complète, tu auras toujours intérêt, du moins pour l'hypertrophie, à avoir l'amplitude la plus complète que tu peux faire. On ne va pas à l'échec sur les mouvements polyarticulaires, on va proche de l'échec avec une bonne intensité, sinon ça sert à rien. Par contre, on va à l'échec sur les mouvements d'isolation sur machine ou sur poulie. On s'entraîne maximum 3 jours d'affilée pour 1 jour de repos, sinon tu vas créer trop de fatigue. Donc 3 jours on pour 1 jour off. Et dernier conseil, c'est qu'il faut privilégier le plus bas volume possible. Faut oublier le no pain no gain avec 8 exos par séance où tu produis beaucoup trop de cortisol, tu crées beaucoup trop de fatigue. Ça, c'est contre-productif et ça va te conduire directement au surentraînement. Et on finit avec la sèche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sèche, c'est comme meubler une maison. Tu ne meubles pas une maison si elle n'est pas construite. Donc d'abord, tu construis la maison, tu fais les fondations, la prise de masse, et une fois que la maison est terminée, tu vas venir pouvoir sécher. Alors c'est très simple, il y a 2 phases. La phase 1, elle va durer environ 8 semaines. On baisse un petit peu les glucides, un petit peu les lipides, légèrement parce que c'est important pour le système hormonal et le cerveau, donc pas trop les lipides, et on augmente un petit peu les protéines, et on augmente aussi un petit peu le cardio. Ensuite, on rentre dans la phase 2. Là, on va faire ce qu'on appelle un cycle glucidique, ou une diète cyclique. C'est-à-dire qu'on va venir cycler les glucides en les supprimant sur tous les repas loin de l'entraînement, et en les laissant uniquement sur les repas pré- et post-training. Donc à ce moment-là, tu es tellement bas en calories que les cheat meals, c'est interdit. Parce que ça viendrait ruiner tous tes efforts de la semaine. Uniquement les recharges sont autorisées. Au niveau de la stratégie des compléments alimentaires, les 3 principaux sont oméga 3, carnitine et fat burner. Les oméga 3, ils améliorent la sensibilité à l'insuline et ils favorisent la mobilisation des graisses. La carnitine, elle permet de puiser, elle permet de mobiliser en fait le gras comme source d'énergie pendant ton entraînement. Et le fat burner, lui, il permet de stimuler le métabolisme et de réduire l'appétit. Et on finit avec mes meilleurs conseils et erreurs à éviter pour ta sèche. Premièrement, privilégier des aliments à index glycémique faible ou modéré. Donc ça, tu tapes sur internet, aliments IG faible ou modéré, tu vas trouver toute la liste des aliments concernés. Le seul moment où les aliments à index glycémique élevé sont importants pour créer ce pic d'insuline qui est anabolisant, c'est après l'entraînement. Il faut avoir un bon sommeil. Le sommeil, c'est beaucoup trop sous-coté. Il faut comprendre qu'un bon sommeil, c'est une production de testostérone, d'hormones de croissance qui est optimisée. C'est moins de fringales, il y a moins de dérèglement des hormones qu'on appelle la leptine et la gréline. Le manque de sommeil, en fait, c'est la 3e cause de prise de poids ou qui empêche la perte de poids après la mauvaise nutrition et l'alcool. 3e conseil, privilégier le volume alimentaire. Donc tu vas privilégier des aliments qui prennent beaucoup de place dans l'assiette, mais qui ont très peu de calories, comme par exemple les légumes. Conseil numéro 4, vouloir sécher lentement, entre 400 et 800 grammes. Parce que si tu perds plus que ça, tu vas perdre beaucoup de masse musculaire. Maximum 3-4 cafés par jour, je sais que beaucoup sont gourmands avec le café. Sinon, trop de cortisol, trop de stress, difficulté à s'endormir, ça pénalise les cycles profonds de sommeil. C'est un diurétique, donc ça va venir te déshydrater. Il y a trop d'effets négatifs à boire trop de café. Avant-dernier conseil, ne pas se fier aux balances connectées sur le pourcentage de masse grasse. Ce qu'il faut, c'est une vraie balance connectée, et ça coûte malheureusement très cher, donc il faut aller dans un centre spécialisé, avec des capteurs aux mains et aux pieds. Auquel cas, là, le courant électrique circule partout dans le corps, et c'est représentatif. Donc si tu as une balance connectée, tu regardes que ton poids, c'est très bien, mais tous les autres indicateurs, ton pourcentage hydrique, ton pourcentage de masse grasse, on oublie. Et dernier conseil, moins de volume mais même intensité qu'en prise de masse à la salle. En gros, la principale erreur à l'entraînement quand on est en sèche, c'est de se dire ok, je vais baisser les charges, je vais faire plus de reps et plus de volume pour brûler plus de calories.
Faut surtout pas faire ça. Faut garder la même intensité, s'entraîner très dur, mais il faut réduire le volume parce que comme tu as moins de glucides, et ben du coup tu as moins de réserve de glycogène et donc ça serait contre-productif de faire du haut volume. C'est tout pour moi dans cette vidéo, mais avant de te laisser, si tu veux que je t'aide à créer ton plan d'action clé en main pour que dès demain tu commences à faire des gains, je t'offre un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Tu vas arriver à cet appel avec un problème et tu vas repartir avec une solution sur mesure. Alors évidemment, je ne pourrai pas prendre tout le monde, donc les places seront limitées. Le lien est dans la description. Ciao, ciao.